Chaque année, 50 000 étudiants rêvent de devenir médecins. Des candidats plus motivés les uns que les autres qui vont apprendre la médecine dans les livres, ingurgiter des milliers de pages par cœur. Mais après 6 longues années, des examens à la chaîne et un concours très sélectif, il n'en restera que 10%. Et c'est seulement à partir de la 7e année qu'ils pourront enfin soigner leurs premiers patients. Ils feront des stages de 3 à 5 ans à l'hôpital, au bout desquels ils deviendront enfin docteurs. Mais qui sont ces internes? On peut tous tomber malade un jour, et la santé est ce qu'on a de plus cher. Alors si notre corps lâche, si on a mal et qu'on est obligé d'aller à l'hôpital, on ne pourra pas s'empêcher de se demander « Est-ce grave? Est-ce que je vais m'en sortir ?» Et à ce moment-là, on attend tout des médecins. Mais si on tombe sur un interne, on s'inquiète. Va-t-il poser le bon diagnostic? Sera-t-il à la hauteur? Car être un bon interne, c'est être capable de courage, de sang-froid, de sensibilité, mais aussi vouloir être le meilleur pour bien nous soigner. Durant plusieurs mois, en immersion au cœur de 3 grands hôpitaux lyonnais, nous avons suivi 4 jeunes apprentis docteurs. Étienne, Audrey, Charles et Silver. Je suis le docteur Montagne, je suis interne anesthésie. Tous les jours où je me lève pour aller au travail, je me rends compte que je me sens extrêmement bien dans ce métier et que je ne vois pas ce que j'aurais pu faire d'autre. Et puis il y a aussi tout le parcours pour y arriver. De toute façon, quand on fait 12 ans dans une formation ou 12 ans dans une boîte, forcément, ça forme, surtout quand on commence finalement à 19 ans les études. Aujourd'hui n'est pas un jour comme un autre pour Charles, interne en anesthésie réa. C'est son dernier jour en tant qu'interne. Dans 4 jours, il va présenter sa thèse devant un jury de médecins pour être enfin docteur. Ce dernier jour commence sur les chapeaux de roue. Ouais, ok, d'accord, très bien, ok. À tout de suite. Bon, en fait... Descends. Ouais, parce qu'il y a un code rouge, donc je descends vite fait. Le rouge, c'est l'urgence suprême où voilà, il faut que tout le monde soit prêt, tout le monde se dépêche. Puis c'est vraiment le truc qu'on prévoit pas, en fait. C'est une dame qui est paraplégique, qui est en train d'accoucher par voie basse, qui a un bébé qui est au niveau du col et qui va pas bien. Il faut le sortir vite. Et comme elle n'a pas de péridurale, rien du tout, on va lui faire une anesthésie générale. Voilà. Bienvenue dans le bloc opératoire. Ça va? La dilatation complète, c'est un siège et normalement, il est déjà engagé. Donc, tu vois le topo. Bon. C'est un accouchement très difficile. La maman est paraplégique. Le bébé se présente mal. Il doit être sorti très vite par césarienne. Charles n'a donc que quelques minutes pour endormir la maman. L'ESPI, elle est là, j'ai vérifié, tac, tac. D'accord, on va tout. Ouais, c'est T8. Un niveau T8. T6? T6, ouais. Non, je te dis. C'est bon, gonfle le ballon. C'est bon, Étienne. C'est bon. On se dit qu'il ne faut pas que ça rate, en fait. Il faut qu'on y arrive, qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Pardon. Tiens, vas-y. Hop. Vous lui avez fait un peu de morphinique là? Non, attends, mais il est né ou pas? Hop, naissance. Voilà, midi de... Vous pouvez vous approcher. Vous pouvez vous approcher. Donc là, elle a un petit peu froid. Je vais aller lui chercher des couvertures chaudes pour bien l'envelopper. D'accord.
Tu veux courir la prendre comme ça. Ok. Ah, ému quand même, hein. Passer de fin. Ému, ouais. Pendant que le papa s'émerveille, Charles s'occupe de réveiller la maman en douceur. On reprend une respiration spontanée. Ouvrez vos yeux, c'est fini, ça s'est bien passé, vous avez une belle petite fille. On va vous l'enlever le tube, hein, qui vous gêne, hein. Ouvrez bien grand la bouche. Avalez votre salive. Voilà, bravo. C'est bien. Ça s'est très bien passé. Vous avez été parfaite. Elle est magnifique, elle est superbe. Avec le papa. Elle est toute calme. Ouais. Depuis tout petit, j'étais plutôt attiré par les sciences. Donc je suis plutôt d'une famille où c'est tous des artistes. Et donc non, en médecine, oui, voilà, parce que c'était un peu différent, parce que c'était aider les gens. Et puis voilà, puis je voulais vraiment un métier qui me rendrait fier. Bon, bravo, félicitations. Je vous l'ai déjà dit, mais vous dormiez un peu, alors là, Est-ce que vous avez mal? Non. Non? Bon. C'est parfait. À plus tard. Dans une salle d'opération, Charles fait preuve de concentration, d'organisation et d'efficacité. Mais au quotidien, c'est tout l'inverse. Le jeune homme est plutôt nonchalant. Il lui reste seulement 4 jours pour terminer sa thèse qu'il soutiendra devant un jury de grands professeurs. Et il est encore très loin du compte. Docteur Salzman. Surprise! Tu travaillais vraiment? Maude, une collègue et amie de Charles, qui connaît bien son caractère, vient s'assurer que sa thèse sera terminée à temps. Regarde, tiens, c'est beau. Et tu choisis ce fond-là, du coup? Pourquoi c'est moche? Non, c'est bien. Non, c'est très bien. T'inquiète pas, ça va aller. Mais est-ce que tu as des chiffres à montrer? Parce que du coup, ils sont un petit peu en gras. Ils sont pas en gras? Tu devrais les entourer avec un truc rouge ou un truc pour qu'on les voit tout de suite. C'est hyper stressant d'avoir à présenter devant la famille, les amis, tout le monde en même temps. C'est compliqué. Mais finalement, plus que les détails de sa thèse, c'est la tenue vestimentaire que portera Charles le jour J qui inquiète Maude. Car elle sait qu'il ne manque pas d'originalité de ce côté-là. Est-ce que tu vas mettre un costume? Oui. C'était la question. Est-ce que tu vas mettre un costume brillant? Non. Putain, j'hésite. tu voulais mettre lequel? Le blanc. Je suis pas enfin, macro le beige, non plus. le beige. Enfin, le brillant aussi. Non, tu n'avais pas pensé encore à la tenue. Je crois que j'ai pas déjà suffisamment de trucs à penser. Ouais. Non, mais je pense que t'as raison, le beige ça va aller très bien. Puis ça fera pas trop costume. Bah tout à l'heure on mange ensemble de toute façon. À plus. Il est minuit. Charles est appelé pour une urgence. Code rouge de la pâteau. Mais en réalité, il n'y a aucune urgence. Ce sont les médecins et les internes du service qui lui ont tendu un piège. Pour sa dernière garde en tant qu'interne, Charles a droit au traditionnel bizutage de fin de stage. Voilà, c'était ça. Ça c'est fait. Ah, fais câlin. C'est bon, mon calot est sec. C'est une blague, qu'on fait quand c'est calme et quand l'activité peut nous permettre. Et là c'est sa dernière garde d'interne, petit, donc avant de lui souhaiter une longue route. Voilà. On était des filles, heureusement que t'es pas bien épais. Non, heureusement que je vous ai laissé faire. Tu m'as vraiment laissé faire, t'avais trop envie d'y aller. Ouais, mais vous avez fait faire chauffer l'eau un peu là, j'ai froid. T'as froid? Et je vais être malade. On peut être malade. Et si je suis à faune pour ma thèse, Et bah ce sera de notre faute. Voilà. C'est malin. Le lendemain, 8 heures. Charles se réveille difficilement. Il n'a dormi que 4 heures dans une salle de repos de l'hôpital. Ce matin, le moins qu'on puisse dire, c'est que le manque de sommeil se lit sur son visage. Ah, mais je suis pas du tout du matin. C'est extrêmement douloureux pour moi le matin.
J'y arrive pas. Non, et puis c'est vrai qu'on est quand même vachement mieux dans son lit. Même quand on dort à l'hôpital, on dort pas bien. Pour Charles, la journée s'annonce chargée. Il doit absolument en finir avec sa thèse. Mais avant de quitter l'hôpital pour s'y consacrer entièrement, il retrouve Maude. La jeune femme est plus studieuse. Sa thèse à elle est bouclée depuis déjà quelques semaines. Même t'es toute fraîche, tout importe comment tu fais. Je vais pouvoir profiter de ma journée. Ouais, toi qui n'as pas de thèse à faire. Hein? Oui, toi qui n'as pas de thèse à faire. Dans 4 jours, Charles va vivre un des moments les plus importants de sa vie. La pression est grande. Le jeune interne sera jugé par de grands professeurs. Car en médecine, la thèse marque la fin de 11 longues années d'études. Et le moment où, enfin, si tout va bien, on devient docteur. Très prochainement, normalement, je vais être médecin urgentiste. C'est-à-dire que la médecine d'urgence, moi, ce que j'adore, c'est le côté dynamique, où on a beaucoup de choses à faire. J'avais quand même une petite crainte avec le contact des enfants, mais finalement, non, ça se passe finalement très vite, très bien. Pour Audrey, ce stage aux urgences pédiatriques est une aubaine. C'est le service dont elle rêvait depuis longtemps. Ce matin, elle s'occupe d'une jeune fille encore choquée d'avoir été renversée par une moto. Hier, elle sortait de l'école à midi et elle rentrait à la maison pour manger comme tous les jours. Et elle arrive au passage piéton. Les voitures s'arrêtent au passage piéton et une moto arrive à vive allure. Et elle n'a pas vu quand elle a traversé. Elle l'a fauchée. Et voilà, donc moi je sortais du boulot. À midi et demi, je suis arrivé, j'ai vu le SAMU, les pompiers. Et voilà, j'ai vu ma fille par terre. J'étais choqué, j'étais paniqué, je savais pas ce qui lui était arrivé. Tu te rappelles de quelque chose alors d'hier ou pas? Toujours pas? Bon, tu sais où tu es? Oui, t'es où? À l'hôpital. Bon, c'est bien. Tu me dis si je te fais mal, hein, maman. Aïe, ça fait mal. Là, ça te fait mal. Aïe. Je suis désolée, Chanias, mais il faut que je regarde un peu. Je bouge la jambe comme ça. J'ai mal. Tu as mal où? Au milieu? D'accord. On doit soigner plein d'enfants en même temps et on peut pas avoir une émotion pour tous les enfants et parce qu'ils souffrent. Donc s'il faut le bouger, même s'il a un peu mal, on va le bouger, on fera attention, mais on va le bouger. Je dis pas que je suis indifférente à ça. Mon but, justement, et notre but, c'est de se dire on va trouver quelque chose pour le soulager le plus rapidement parce qu'on n'aime pas effectivement les voir souffrir et on ne veut pas les voir souffrir. Le scanner qu'elle a eu, on a pu examiner au niveau du cerveau, au niveau de toute la colonne, au niveau des poumons, du cœur et du ventre. D'accord ? Donc là, on n'a rien trouvé de traumatique, c'est-à-dire par rapport à l'accident. On va pouvoir essayer de lui donner à manger. On va y aller tranquillement, tu ne te jettes pas sur ton plateau. Si ça passe bien, tu essaieras de boire aussi par la bouche. Maintenant, on arrêtera la perfusion. Pour nous, c'est un signe de se dire elle va pouvoir rentrer à la maison. D'accord ? À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Oui, c'est quelque chose d'assez important pour moi, d'essayer de rassurer les gens. Alors en pédiatrie encore plus, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Après, c'est pas toujours facile en situation d'urgence. Audrey s'investit énormément dans son travail car à 33 ans, elle est l'une des plus vieilles internes de France. Elle a entamé ses études de médecine tardivement. Je serai docteur à 35 ans. Quand on y pense, c'est un petit peu lourd, on va dire. Quand on a passé ces étapes-là, après on se dit non, c'est super quand même. Je suis contente de l'avoir fait et sortir à 35 ans au lieu de 30 ans par exemple, ça ne dérange pas. Le lendemain, Audrey profite d'une journée de repos pour rendre visite à ses parents. Quand à 25 ans, elle a décidé de repartir de zéro pour faire médecine, ils ont été effrayés. Aujourd'hui, ils sont fiers d'elle, mais regrettent de ne pas la voir assez souvent. Salut ma biche. Ça va? Ouais. Et pour Noël, en fait, tu es disponible quand même? Le 25 après-midi. Garde. Après, on fait comme on peut aussi, c'est le travail. Les études de médecine nécessitent une grande confiance en soi pour pouvoir affronter le concours très sélectif et les 10 longues années passées à étudier. À 18 ans, Audrey n'a pas connu cette confiance.
et la jeune fille devient alors manipulatrice radio. C'est beaucoup plus tard qu'Audrey a eu la force et le courage de se lancer. Une révélation qui a beaucoup surpris ses parents. Je fais les urgences, je voudrais pouvoir rentrer. Alors quand j'ai dit à mes parents que je rattaquais médecine, je me rappelle surtout de la réaction de ma mère, qui a été complètement horrifiée, je pense, quand je lui ai annoncé ça. C'est vrai que pour elle, ça a été tout de suite, elle m'a expliqué après, ça a été la panique de se dire comment elle va s'en sortir. Et elle a été d'autant plus méritante qu'elle a continué de travailler, parce qu'elle savait qu'on financièrement, on ne pouvait pas quand même... Donc elle a continué de travailler 2 ans à HEH, à l'hôpital Édouard Herriot, pour pouvoir et faire ses études en même temps de médecine. Donc elle a été très, très courageuse. C'est pas évident. Je pense que c'est pas évident. Moi, je lui tiens mon chapeau parce qu'il faut de la volonté. C'était pas gagné. Quasiment personne n'a cru que j'allais réussir. Travailler aux urgences, faire des nuits et puis le lendemain retourner à la fac. Il y avait eu un professeur aussi. Il avait complètement découragé pour lui dire qu'elle n'aurait pas le niveau en maths et qu'elle n'y arriverait pas. Donc c'est vrai qu'on a tout le monde l'a un peu découragée et c'est pour ça qu'elle ne s'est pas lancée là-dedans tout de suite. Mais elle a été faite pour ça, quoi. Moi, de toute façon, j'étais la battante, c'était la première année. Mon objectif était de réussir, de toute façon. Je voulais pas montrer que... je voulais pas donner la possibilité à certaines personnes de dire « elle a raté ». Donc rien ne pouvait m'arrêter en première année. Je serais fier quand elle sera docteur. Aujourd'hui, 8 ans plus tard, Audrey ne regrette pas ce pari fou qu'elle a fait à 25 ans. Pour son prochain stage, elle a choisi le service le plus difficile de l'hôpital, la réanimation. Dans 3 semaines, la jeune femme va à nouveau changer de vie car c'est à Valence, à plus d'1 heure de chez elle, qu'Audrey va encore devoir prouver qu'elle est à la hauteur. C'est un petit peu dur. Le matin, c'est pas simple. Pour moi, je suis pas spécialement du matin, comme on dit. Étienne est interne en réanimation depuis 3 ans. Le matin, ce grand garçon a encore un peu de mal à se lever. Et pourtant, même s'il est réanimateur et qu'il connaît tous les secrets d'un bon réveil, il a la même recette que tout le monde, boire une bonne dose de café. Je dirais que l'esprit est mobilisé à 100% à partir du 2e café, où là, je peux estimer que je vois clair, il n'y a plus de brume. Donc le matin, on se rend à N Réanimation. En fait, c'est un service de 15 lits. Tous les patients les plus graves descendent à l'étage en dessous en réanimation. C'est un peu dur émotionnellement parce qu'il y a beaucoup d'entrées, donc beaucoup de personnes graves avec donc plein de situations difficiles à gérer avec les familles, avec les patients. Tu peux être amené à gérer la fin de vie. Donc ouais, c'est des situations qui sont jamais très faciles. Pour faire face à ces situations difficiles, Étienne doit apprendre la rigueur et la ponctualité. Le programme, là, c'est pas être en retard à la relève, sinon on se prend des grosses calottes. Ce matin, c'est raté. Étienne arrive en bon dernier. Excusez-moi. Au début, il y a un petit peu de pression parce qu'on est un peu en retard, donc là, c'est vrai que ça m'a bien réveillé, mais je me réveille tout doucement pendant la relève. Finalement, Étienne va être obligé de se réveiller rapidement. Les pompiers arrivent avec une première urgence. Oui. Merci. La dame qui est amenée par les pompiers a présenté un arrêt cardiaque. Si on devait faire une échelle des gravités, c'est vrai qu'on serait au sommet. Donc il faut s'en occuper rapidement. Tout le monde reste très calme. En fait, on n'est pas dans une série télé, donc la meilleure attitude à avoir dans ce cas-là, c'est de rester calme parce que c'est vrai que de crier et de courir partout, ça va pas faire avancer les choses. Elle a appelé sa nièce qui n'arrivait pas à ouvrir la porte. Du coup, elle a appelé les pompiers qui ont mis la grande échelle, qui ont défoncé la porte vitrée, qui l'ont retrouvée en arrêt derrière la porte. Quand je suis arrivé, ça faisait 14 minutes que les pompiers massaient. Et nous, quand on est arrivé, du coup, elle est partie après 3 mg d'adresse en choc. Voilà. Ouais. Okay. Donc là, mon chef m'appelle parce qu'en fait, il y a une deuxième patiente qui vient d'arriver et puis on est 2, donc il faut que chacun en voie une. Il y a 2 entrées en même temps et là, la plus urgente, c'est ce monsieur en fait. Ce patient, il a un choc septique. L'infection s'est généralisée dans le sang. Il faut s'en occuper assez vite pour mettre les antibiotiques et trouver le foyer de l'infection. Parce que chaque heure passée, chaque heure de retard,
c'est des pourcentages de mortalité en plus. Donc c'est une urgence. Donc moi je suis l'interne qui va m'occuper de vous. Là vous êtes à N Réanimation à Edorario. Ok. Bon, ce qui va se passer, c'est que je pense qu'on va devoir vous mettre des cathéters dans le cou pour faire passer les médicaments. Bon, on va essayer de vous embêter le moins possible. Des fois, je peux avoir l'impression d'avoir un côté un peu gamin, mais c'est vrai que j'essaie de le gommer quand même au travail. J'essaie d'être le plus sérieux possible pour pas être vu comme un rigolo, sinon on n'a pas envie de se faire soigner par un rigolo. Je me laisse pousser la barbe pour faire un petit peu plus vieux, pour gagner en crédibilité. Le ventre, il vous fait pas mal? Non. La couche, le ventre. Ok, bon. Le patient est arrivé à temps aux urgences. La situation est pour l'instant sous contrôle. Étienne passe le relais à un autre médecin pour retourner s'occuper de la vieille dame. Le jeune interne l'emmène passer un scanner. C'est moi qui vais au scanner avec toi. Son cas, on ne peut pas faire plus grave. Elle a fait un arrêt cardiaque prolongé et elle est repartie. Le gros pronostic, c'est la tête. Si elle a été mal perfusée, le cerveau, ça ne peut pas récupérer. En fait, le cœur peut récupérer, les reins, le foie, tout ce qu'on veut, mais le cerveau, une fois que c'est grillé, c'est grillé. Tout ce qui est blanc, c'est du sang. C'est-à-dire qu'elle a fait un AVC hémorragique, le volume il est important, donc ça c'est de mauvais pronostics d'emblée. Et en plus, qui s'est compliqué d'un arrêt cardiaque, donc elle a 2 bonnes raisons de ne pas vivre très longtemps encore. Il est 18h45. La journée est terminée pour l'équipe de jour, mais pas pour notre interne. Allô ? Ouais, ah non, merci. Étienne entame sa 10e heure de travail. Jusqu'à 8h demain matin, il sera le seul médecin du service. La nuit sera longue et pleine d'imprévus. Comme tous les matins depuis 5 mois, je me rends au service d'accueil des urgences pédiatriques. C'est assez éprouvant comme rythme, tellement il y a de monde. On commence à 8h30, on sait qu'à 8h32, on voit notre premier patient, donc ça démarre tout de suite. Ce matin, sa première patiente est une petite Maëlys, 19 mois, qui la veille est tombée sur la tête. Oh bah dis donc, t'as eu des misères toi, hein. Prenez-la dans les bras. Quand je rentre dans la chambre, la première chose que je fais, c'est de demander au papa de prendre sa petite fille dans les bras, pour qu'elle ait moins peur de moi, surtout, voilà. Donc, racontez-moi ce qui s'est passé hier. Hier, j'étais en train d'étendre le linge. Ouais. Donc elle voulait m'aider. Ouais. Et elle s'est approchée, elle est rentrée dans la corbeille à linge. D'accord. Donc je lui ai dit de pas monter. Et en voulant ressortir, elle a basculé. Et elle a basculé, elle est tombée en avant. D'accord. Elle a tapé au niveau du front. Elle a tapé le visage par terre. D'accord. Alors. Et elle tournait pas bien la tête, c'est ça? Ouais. Oh là là! On désacralise un peu la chose, on sait qu'ils pleurent probablement parce qu'ils ont peur plus qu'ils n'ont mal ou qu'ils souffrent. On se fait plus après la réflexion de se dire celui-là a pas pleuré, ça fait bizarre que encore un qui a pleuré. Ouais. C'est vrai qu'on remarque plus ceux qui pleurent pas après que ceux qui pleurent. Qu'est-ce qui vous avait inquiété, vous? Déjà, elle est pas douillette. Du coup, comme on sait qu'elle est pas douillette et dès qu'elle faisait un mouvement, elle pleurait beaucoup. Et là, on avait du mal à la calmer. J'ai envie de devenir médecin généraliste, de pouvoir suivre les gens et pouvoir un peu créer vraiment un lien de confiance, d'être un peu le référent des gens. Et ça, je trouve ça intéressant et enrichissant. On voit rien sur les radios de la colonne. Ouais. Surveillez vraiment les 2 prochains jours comment ça évolue. Ok? Ok, très bien. On fait comme ça? Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Pour Silver, ce stage en pédiatrie est difficile, car il aimerait passer plus de temps avec chaque enfant. Mais c'est un passage obligé, car il le sait, ce genre de petits patients, il les verra un jour dans son cabinet. Toutes les semaines, je vais déjeuner avec mes parents le dimanche. C'est un plaisir et même un besoin pour moi de les voir. Et c'est surtout grâce à eux si j'ai pu faire ces études-là. Ouais. Je ne les aurais pas eues, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait.
pas souvent? Pourquoi pas souvent? J'ai passé de longues heures à réviser dans ma chambre ici. Et, heureusement que j'étais pas tout seul, ouais. C'était nécessaire et si j'ai aussi bien réussi, c'est aussi grâce à eux parce que c'est voilà, tout seul, ça aurait été pas possible. Enfin, ça aurait pas été possible. Ouais. Les premières années, surtout la première, c'était un sacrifice impensable, inimaginable, le temps passé à travailler dans son bureau, à pas sortir. On n'imagine pas la quantité de travail que ça représente si jeune, parce que finalement il avait que 18 ans. La première année, il s'est accordé le jour de Noël et le lendemain des partiels de février, et c'est tout. C'est-à-dire que le 31 décembre, le 1er janvier, il travaillait et nous, on est son anniversaire, enfin tout le temps. Nous, on dormait, mais on entendait, il se levait à 6-7 heures du matin et le soir, il finissait très tard et tout au long de l'année, quoi. Et finalement, l'acharnement de cet étudiant modèle a payé. Il a même réussi un exploit quand on sait que seuls 10% des élèves réussissent la première année. 2e sur 600, donc... 2e sur 600, ouais. Il est allé voir tout seul son classement et de loin il m'a montré ça. 2. Je suis 2e. Il appréhendait, il s'y attendait pas du tout. Non, ouais. Non, bah jusqu'au bout, on doute. Hein. C'est des émotions fortes, très très fortes. Bah oui, surtout quand on sacrifie un an comme ça. C'est un an de travail très difficile. Mais j'étais vraiment contente pour lui parce que tout ce travail investi, voilà. Ça a payé. Ouais. Bah, non seulement tu avais ta première année, mais en plus tu as eu un très bon classement. Quoi. Ouais, ça c'est sûr, j'avais pas de regrets. Mais maintenant, avec le recul, tu peux te dire. Non, j'avais une telle culpabilité de ne pas travailler que c'était pas possible. Quoi. Voilà, dès que je m'arrêtais, je culpabilisais de pas travailler, donc c'était pas possible. Je m'étais un peu coupé au début de mes années de médecine de tout. J'étais un peu la tête dans le guidon à travailler. Et finalement, ça rend pas si heureux que ça, parce que voilà, il n'y a pas que ça. Ça va un moment, ça apporte des satisfactions, c'est sûr, parce qu'on a des résultats, mais il n'y a pas que ça, quoi. Depuis qu'il est à l'internat, Silver n'a jamais regretté son choix de faire médecine. Mais dans quelques jours, la sérénité de notre interne va être sérieusement ébranlée par un cas délicat. À la veille de présenter sa thèse, ce n'est pas derrière un bureau que nous retrouvons Charles, mais en haut d'un mur d'escalade. Et pourtant, sa thèse, elle est loin d'être terminée. On a le droit de se détendre aussi, c'est pas du tout du temps perdu, au contraire, c'est du temps qu'on gagne après en fatigue et en concentration. Quand on grimpe, on est obligé de penser que à la piste, se concentrer sur la prochaine prise, comment on va faire, comment il faut la prendre. Comment tu veux faire ça, c'est pas possible. Et de prise en prise, plus il grimpe et plus il semble s'éloigner de l'échéance qui l'attend. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai. Je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Deux heures plus tard, Charles se décide enfin à faire les derniers préparatifs pour sa soutenance. Accompagné de sa petite amie Agnès, il découvre seulement aujourd'hui la salle où il présentera sa thèse. Bonjour monsieur. Bonjour. C'est moi. Voilà, exactement. Ah oui. Ah mais j'ai passé un examen ici, moi. À défaut d'avoir réservé une salle il y a 10 jours, Charles doit se contenter de la seule qui soit encore libre. Une salle de classe des plus ordinaires. Ça, c'était la grande déception. C'était la grande déception parce que c'était une salle de TD, comme quand j'étais au collège, la plus horrible période de ma vie. Je me retrouvais là pour finir mes études, quoi. Et alors là, mais j'étais dépité. C'est important parce que c'est un moment où il ne faut pas se rater. C'est comme la seule fois où on va passer sa thèse. C'est un peu comme un mariage, quoi. Il faut que ça soit super bien. Qu'il faut rester sur la l'heure. T'as vu comment t'es près du jeu? Ils vont se mettre là, tu crois? Non, je pense qu'ils vont se mettre là. Ouais, pas sûr. Sinon, tu sais, on est... Comme ça, je pourrais faire un petit peu à l'américaine, un peu nonchalante. Une petite étude, comme ça, sa première en France, un truc simple, quoi. Charles doit maintenant s'assurer que l'installation fonctionne. Mais le responsable de la salle s'impatiente, car dans 15 minutes, un cours commence. En général, on nous appelle 10 jours à 15 jours avant parce que les thésards reçoivent des courriers leur disant de nous appeler 10 à 15 jours avant. C'est pas été le cas. Voilà.
Et donc on leur montre le fonctionnement du matériel, ils essayent leur thèse une fois sur l'écran pour voir si tout va bien, et puis voilà. Nous, on se fait comme nos 80 heures à côté, puis après, il faut se faire une thèse, gérer la fac, les impressions, les donner à tout le monde. Alors, on y arrive tous, hein. Mais c'est jamais simple. Qu'est-ce qui se passe là? En fait, tu vois, on voit pas... Problème, rien ne s'affiche sur l'écran. Pas mes notes à moi. Oui. Et là, du coup, on peut avoir la salle jusqu'à quelle heure? Là, maintenant, là. Ouais, d'accord. Vous pouvez pas la laisser? C'est juste un test... Test technique pour voir justement ce qui marche pas. C'est ça que je voudrais voir. Rien ne semble fonctionner. Charles, le nonchalant, se laisse petit à petit gagner par le stress. Ouais. Putain, c'est pas vrai. Comme quoi, c'est pas mal de... Demain, t'as la salle combien de temps avant la thèse? 0. Parce qu'il y a des cours toute la journée. Il y a juste un truc que je ne comprends pas. Quoi? Le timing part pas. Si, en fait, c'est qu'il fait tout seul. Ah. Et il s'arrête. Ah! Mais c'est dingue! Parce que moi, j'ai rien mis en timing auto, quoi. Parce que là, c'est normal. Parce que là, je fais tester le diaporama. Et là, pourquoi quand je fais ça? Mais tu pensais pas avoir ce souci-là, quoi? Non. Bon, je vais essayer sur l'écran à la télé, à la maison, et puis... Bah écoute, on y va. Cette répétition devait le rassurer, mais c'était sans compter les imprévus. La pression monte. Charles sait que demain, il n'aura pas le droit à l'erreur. Il y a combien de places? C'est dingue, quoi. Ah là, ça va aller, mon chat. Il n'y a rien qui marche, quoi. Rien. Non, mais c'est bon, ça va aller, c'est que des détails. Après 11 années de sacrifices et d'études, Charles réussira-t-il le dernier examen qui le sacrera enfin docteur? Il est 19h. L'équipe de jour du service de réanimation est partie. Étienne entame sa 12e heure de garde et il en a encore autant à passer dans le service. Il est maintenant seul, avec Lucie comme unique soutien, une externe de 24 ans. Jusqu'au petit matin, le jeune homme de 28 ans va avoir la responsabilité d'une dizaine de patients et des urgences qui arriveront. La garde commence maintenant, bah ouais, et le dernier secours technique vient de partir, donc je n'ai plus que mon ami pour m'aider. Ouais, c'est toi que je parle. C'est moi? Ouais. Là, il n'y a plus de chef à côté de moi, ils seront au bout du téléphone au meilleur des cas. Donc l'atmosphère change un petit peu et c'est vrai qu'on a un petit peu plus d'inquiétude parce qu'on ne sait pas sur quoi on va tomber et ce qui va nous arriver. Donc on n'est jamais très serein. Étienne est stressé, car désormais, il endosse les responsabilités d'un médecin senior. La patiente arrivée suite à un arrêt cardiaque est en état de mort cérébrale. Et c'est lui tout seul qui va devoir l'annoncer à la famille. Donc là, j'emmène la famille de la patiente dans un bureau à part, fermé, et on ne fait pas ça dans les salles d'attente. Du coup, je suis un peu concentré à essayer de rassembler mes idées pour trouver les mots justes. C'est toujours des moments un petit peu difficiles dans la vie, donc on est là un peu pour les aider et c'est surtout les écouter et leur expliquer. Donc elle a présenté un malaise hier soir et elle a été retrouvée, donc le SAMU a ouvert la porte, ils l'ont retrouvée en arrêt cardiaque, inconsciente. Ils l'ont intubée et le cœur est reparti assez vite. Donc ça nous a poussé à faire un peu les examens. Son état était déjà très grave et les premiers examens qu'on a fait, c'est un scanner pour savoir quelle était un petit peu la cause de tout ça. Et elle a fait ce qu'on appelle un accident vasculaire hémorragique et qui malheureusement est incompatible avec la vie. Son cerveau n'est plus alimenté par le sang. Et voilà, la conclusion des radiologues, c'est que son état est en mort encéphalique. En fait, c'est un terme qui désigne que votre parente est malheureusement décédée, malgré le fait qu'il y ait encore le cœur qui bat, le cerveau est plus irrigué et ne pourra pas revenir. Je suis bien heureux de vous annoncer ces nouvelles. Vous vous accompagnez auprès d'elle. Il y a beaucoup de morts, malheureusement, c'est vrai qu'on ne peut pas s'habituer à toutes ces situations. C'est pas possible de voir ça comme d'une routine.
tellement c'est prenant avec les familles. Il faut savoir prendre un peu sur soi et savoir gérer ces situations pour pas trop les ruminer, les ressasser et puis vite passer à autre chose. Quand on arrive aux urgences la nuit, c'est encore plus angoissant qu'en plein jour. Alors l'aide, la prise en charge et le réconfort qu'on trouvera en arrivant à l'hôpital sont d'autant plus importants. Savoir qu'on n'est pas abandonné et que des équipes compétentes sont là pour veiller sur nous quelle que soit l'heure, c'est indispensable. Donc là, on est au milieu de la nuit, il y a une nouvelle malade qui arrive. Au moment où la patiente rentre dans le service, c'est vrai que je me doute un peu qu'elle va être compliquée, car j'ai eu le médecin qui s'en occupait au téléphone. Donc je sais déjà qu'elle va m'occuper le restant de la nuit. Et une jolie malade de réanimation médicale bien complexe. Elle a 60 ans, une diabétique, plus une cardiopathie et aussi le cancer du sein, opéré, radiothérapie. Ok, bon, je vais aller potasser tout ça. Ça fait beaucoup d'associations complexes. Ok. Il y a des tas de maladies associées et qui rendent sa prise en charge problématique, difficile. Et je pense que ça va bien occuper mon confrère pour la nuit. Ouais, c'est le jeu. Quand on arrive et qu'il y a plein de choses compliquées qui nous tombent dessus, bah on essaie de se calmer et de se dire que de toutes les façons, on va bien finir par trouver la solution. Donc il faut essayer de garder son calme et d'écrire tout ça et de faire une petite synthèse. On arrive toujours à cibler le problème en reprenant l'histoire calmement. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment pour recevoir ces malades un petit peu compliqués parce qu'au milieu de la nuit, on n'est pas au mieux pour bien réfléchir. Donc il faut essayer de se poser un petit peu à part pour mettre ses idées au clair. On va lui mettre son cathéter de dialyse et on va lancer une dialyse. Oui, il y a un petit rituel dans le service, c'est qu'en fait le soir, tout le monde mange ensemble. Et pour que tout le monde mange ensemble, il faut qu'on puisse manger et surveiller les patients. Et la seule façon, c'est de manger dans le couloir pour pouvoir à la fois dîner et regarder les scopes. Ça coupe un peu la nuit et ça met un petit peu d'animation dans des moments qui sont pas très joyeux tout le temps. C'est comme à la maison. Voilà, c'est plus sympa que de manger chacun dans son coin. Dans la cuisine. Il y a un cuisinier qui nous appelle pour connaître nos goûts et qui fait en fonction dans les barquettes. Et là, il s'est particulièrement surclassé. Moi, j'avais demandé des tomates et j'ai eu des tomates. Et à la suite, c'est des pâtes et des quiches. C'est mon plat préféré. Et j'ai ramené le dessert et l'apéritif. Un peu d'humour pour faire face à la fatigue. Étienne travaille non-stop depuis les 20 dernières heures et le reste de la nuit s'annonce déjà chargé. On a une petite épée de Damoclès au-dessus de la tête parce qu'on attend une entrée. Ah voilà. L'épée de Damoclès. Bonsoir. Une femme de 62 ans est tombée dans sa baignoire. Le médecin du SAMU soupçonne un AVC. Glasgow, 7 à gauche, 4 à droite. Je l'ai proposé avec le AVC, mais le neuro déborde. Si elle est stable, on va filer au scanner. C'est moi qui dois emmener les patients au scanner, car elle peut présenter une urgence vitale à la minute. Donc, je ne peux pas me permettre de rester dans le service et de courir là-bas. Donc il faut que je l'accompagne tout du long du transport. La nuit, on n'aime pas trop traîner parce qu'on en laisse 14 qui sont pas forcément très stables et on aime pas bien être bien loin. Il faut se passe quelque chose pour revenir en courant. C'est une hémorragie cérébrale. Et du coup, il faut essayer de préciser un petit peu pourquoi elle a eu cette hémorragie et voir qu'est-ce qu'on peut faire dessus. Les neurochirurgiens ont été contactés, ils ne peuvent pas opérer cette malade. Donc le traitement, c'est mettre un cathéter pour mesurer la tension et essayer par tous les moyens médicaux de faire baisser cette tension pour que le cerveau puisse être perfusé. C'est un geste qui ne peut pas attendre parce que c'est à ce moment-là précis que la patiente souffre au niveau du cerveau et c'est à ce moment-là précis qu'il faut faire baisser cette pression. Et pour la faire baisser, il faut pouvoir la mesurer. Et donc là, petit à petit, je m'aperçois que je ne vais pas y couper et qu'il va falloir mettre ce capteur de pression. Je sais pas, j'ai dû faire entre 5 et 10. Ça va être plus près de 5. On a une petite fignole, donc on perce la table
la table osseuse et on insère le cathéter à travers un petit écrou. C'est un geste un peu délicat. Déjà, c'est délicat parce qu'on n'en fait pas tous les jours. Et puis, globalement, même pour nous, c'est hyper impressionnant de voir... il y a le cerveau dessous, donc on n'a pas envie de percer un peu trop loin. Du coup, il s'est créé un mini-événement dans le service parce que en fait, tout le monde a voulu voir la pose du capteur de pression. Et c'est vrai que ça a rajouté un petit peu de pression. Je peux te prendre un scalpel? J'arrête du nez, au travers de bord, bien perpendiculaire. Là, je fais pas le malin, mais j'essaie de pas le montrer. Si tout le monde voit que je panique, va s'installer un climat d'angoisse dans l'équipe. Le cerveau de la patiente est relié à l'appareil de mesure. Étienne va maintenant pouvoir contrôler la pression intracrânienne et intervenir si celle-ci augmente. Le jeune homme est soulagé. Il a parfaitement réussi ce geste très technique sans la présence d'un médecin senior. Tout seul, en fait, c'était la première fois. En fait, j'en avais fait beaucoup, mais toujours avec quelqu'un à côté. Et mine de rien, même si la personne ne touche pas le patient, quand on l'enlève de la pièce, on se rend compte que c'est pas pareil. Et ça devient beaucoup plus dur. 8 heures du matin. La garde d'Étienne est enfin terminée. Est-ce que j'ai sauvé des vies cette nuit? Ouais, j'en ai sauvé une, la mienne. Parce que si j'avais fait des boulettes, c'est clair qu'il m'aurait coupé la tête le lendemain matin. Donc ouais. Et c'est encore sur une note d'humour qu'Étienne termine sa 24e heure de garde. Il a une journée devant lui pour se reposer. Épuisé, le jeune homme ne pense maintenant qu'à une chose. Je rentre chez moi et je file au lit. La journée sera moins palpitante que la nuit. On a été bien occupés, du coup on n'a pas eu le temps de se dire qu'on était fatigué. Cette nuit, Étienne, l'interne au look d'adolescent, a dû faire face à des situations complexes, délicates et parfois vitales. Il le sait, c'est le quotidien de ce service, où l'on sauve des vies, mais où l'on doit aussi accepter la mort. Il est 18h. La journée commence pour Audrey. La jeune femme de 33 ans va faire sa dernière garde dans le service d'urgence pédiatrique. Ce soir, il y a du monde, mais c'est le rythme qu'elle aime. On essaie de passer outre le petit moment de panique en se disant « Oh là là, on va jamais s'en sortir ». Et on y va, on fonce, quoi. Donc on va aller voir Maxime qui est chez Winnie. Chez Winnie. Tu me racontes? Alors Maxime, un mois, qui vient pour une fièvre à 38,3 à la maison. Il mange bien. Il a un frère. Ils sont tous un peu malades dans la famille. La fièvre, le frère a une rhinopharyngite, le père, tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis l'interne. Moi, je vais le réexaminer. Je voudrais revoir un petit peu comment il est. Bonjour mon bonhomme. Attends, on va se tourner, on va mieux se voir quand même. Hein? Oups, la sucette. Merci. Ah, je t'embête. Oh. Ouh. Eh oui, un beau moro. Hein? Eh oui, un bon réflexe. En pédiatrie, c'est la particularité, c'est que c'est à 3. Donc on a l'enfant et on a les parents. Donc c'est quelque chose qui se fait à 3. Et il faut tenir compte bien sûr de la vie des parents. Il faut vraiment qu'on soit très attentif à eux parce que c'est leur enfant. Donc ils sont très méfiants, ils nous confient leur enfant. C'est pour eux ce qui est le plus cher qu'ils peuvent nous donner. Donc c'est vrai qu'il faut, je pense, instaurer un climat de confiance très très rapidement. Là, bon, l'examen est quand même bien, hein, il est rassurant. On va faire un bilan, d'accord? Donc ça veut dire déjà une prise de sang. Et on va lui mettre une petite poche pour récolter les urines, pour voir si on a des traces et des arguments pour une infection urinaire. D'accord? Vous avez des questions? C'est bon pour vous? Pas de questions. Non, puis on verra au fur et à mesure. Hein, on fait déjà ça dans un premier temps. À tout à l'heure. Mon pédiatre n'a pas voulu me prendre en charge, nous a dit de venir directement ici, donc c'est un peu impressionnant, on va dire,
ces petits bébés? Je suis inquiet parce qu'effectivement c'est impressionnant, c'est surtout le fait qu'il est tout petit qui fait que ça complique un petit peu les choses. Comme il y a de la fièvre, il y a une infection qui doit être là, mais laquelle et où, on ne sait pas pour l'instant du coup. Moi j'ai déjà appelé le service d'hospitalisation pour réserver un lit, on va dire, et puis possiblement pour lui et puis une personne, soit vous, soit le papa, il n'y a qu'une personne qui peut rester dormir. Aux urgences, ça peut être très intense. On ne peut jamais savoir comment ça va se passer. Et c'est le côté intéressant justement de passer d'une fièvre chez un tout bébé à un enfant qui est tombé. Ça change et c'est sympa. Bonsoir. Bon, Ryan, t'as fait des galipettes? Oui. Tu nous as fait quoi cette nuit? En fait, il voulait descendre de son lit superposé. Il était en train de dormir, il a glissé sur les escaliers là. Il est tombé sur la tête. D'accord, t'étais pas vraiment réveillé quoi. Ouais, voilà. Prendre une échelle en pleine nuit comme ça, forcément, on tombe. T'as cogné, tu te rappelles un petit peu, t'as cogné le front plutôt? T'es tombé en avant? Oui. La tête, ça va comment maintenant? Tu as mal à la tête encore? Beaucoup? Et t'as mal où dans la tête? Là. Devant où t'as cogné? Je te laisse t'allonger? Il fait un petit peu de... Je crois moi, il est un petit peu caprice parce que sa mère allait à l'hôpital, elle a accouché. S'il a besoin de voir sa mère. Oui, mais c'est pas un caprice de tomber. Non, non, en fait, de dire j'ai mal tout le temps, parce que tout à l'heure il m'a dit j'ai moins mal, après il m'a dit j'ai beaucoup mal, voilà, j'ai plus mal. T'as chaud? T'as toujours mal? Beaucoup mal ou un petit peu mal? Moins qu'à la maison ou plus? Moyen que la maison. Moins que la maison? Moins que la maison. Voilà. Bon. Tu t'allonges, Ryan? On va regarder un petit peu tout ça, je te laisse retendre un petit peu les jambes. Tu sens mes mains quand je fais des guilis? Ça fait des guilis partout pareil? Tu t'es pas fait mal ailleurs en tombant, hein? Non? Bon. Bah t'as la tête solide, hein? Ça va aller. Bon, y a pas de souci avec l'examen neurologique, c'est tout bien normal. Tout le monde a envie de se sentir utile dans sa vie. J'imagine, donc de savoir qu'on peut faire quelque chose pour d'autres personnes dans notre vie, c'est super intéressant, c'est super motivant. Moi, je trouve j'ai au moins le sentiment de ne pas être là pour rien. Finalement, plus de peur que de mal. Le petit garçon va bien. Rassurés, père et fils peuvent maintenant quitter l'hôpital. Mon stage en pédiatrie va se terminer. C'est une page qui se tourne, parce que je vais changer complètement de domaine. En plus, je vais partir plus loin parce que je change de ville. Donc ça va être un style de vie aussi qui est différent de celui que j'ai eu pendant les 6 mois. J'ai hâte de commencer ce nouveau stage. C'est animé de la même passion et de la même détermination qu'Audrey va démarrer dans quelques jours un nouveau stage dans le service de réanimation de l'hôpital de Valence. Un nouveau défi pour la jeune femme. Pour Silver, aux urgences pédiatriques, c'est une journée calme. Il peut enfin prendre plus de temps pour examiner ses petits patients. Et son prochain patient, un jeune homme de 14 ans, va même lui demander beaucoup plus de temps que prévu. Je sais qu'il a été amené par les pompiers, je sais que le collège a appelé parce qu'il était arrivé alcoolisé en début d'après-midi au collège. Donc voilà, je sais qu'en rentrant, je vais le trouver avec sa mère et que ça va être forcément une situation compliquée. Alors, qu'est-ce que t'as fait? J'ai bu de l'alcool, 2 bouteilles. 2 bouteilles? Ouais. Ça fait beaucoup quand même, hein? Non? C'est pas grave. C'est pas grave? Ouais, ça fait du bien. Qu'est-ce qu'elle en dit, la maman? Je dis que c'est très grave et l'alcool c'est destructeur, donc si t'as des problèmes, c'est pas en buvant de l'alcool que ça va se résoudre. C'est juste quand je commence à avoir un coup de blues que je commence à boire, c'est tout. Hein. Quand je commence à penser et tout, je préfère boire pour oublier. Parce c'est que pas la première fois. Je commence à en avoir. Bah non, c'est pas la première fois. C'est vrai que c'est quand même un peu, on va dire... Mais il a eu un gros conflit avec son père dernièrement et puis... D'accord. Et voilà. Tu le vois encore ton père ou... Non, il m'a dit je vais aller vivre à 600 km de toi et tout, il l'a dit à ma mère. Je veux plus le voir, je vais fonder une nouvelle famille et tout. Donc moi ça m'a... Mais non, je m'en fous, je préfère l'oublier parce que... Ouais, mais sur le coup, ça doit faire de la peine, quoi. Sur le coup, ça a fait mal, ouais, c'est sûr. Sur le coup, tu te dis, ton père, il s'en fout de toi, donc tu te dis, bah,
Bah maintenant, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Tes parents qui s'en foutent de toi, donc... Bah, ta maman, elle s'en fout pas de toi. Je sais, mais bon... C'est mon père, là, il s'en foutait de moi, mais il compte quand même... Il comptait quand même pour moi, mon père. C'était pas comme si il servait à rien. Mais pourquoi je l'appellerais? Il m'a dit, je m'en fous de toi. Donc maintenant, il s'en fout de moi. Qu'est-ce que je peux faire de plus? On peut discuter avec lui, avoir une conversation pour dire tout ce que tu as à dire, gentiment, avec... Parce que un père, surtout à ton âge, t'as besoin d'un papa. T'as besoin de te sentir aimé par ton père. Moi, il n'y a pas de problème, je t'aime, je fais tout ce qui est dans mon possible pour t'aider, pour t'écouter, pour t'épauler. Mais là, je peux plus, là. Là, tu fais trop de choses qui me dépassent. C'est vraiment une manière de mettre les projecteurs sur lui pour attirer l'attention de sa mère, de son père. On est forcément pris dans l'histoire et forcément on essaie de calmer le jeu, mais c'est pas des situations qu'on a l'habitude de gérer tous les jours, ça. Donc on y va à l'aveugle et au ressenti au fur et à mesure. Quand j'étais gamin, j'ai fait 2-3 manigances pour virer mon père parce que je voyais qu'il allait tuer ma mère à petit feu, il a essayé de la jeter par la fenêtre et tout. Je peux pas me débarrasser de ces choses, elles sont dans ma tête, elles sont gravées. C'est ces choses que tu peux pas te débarrasser de toute ta vie. Et si je préfère boire, je préfère boire de l'alcool, je préfère me mettre à l'envers que de penser à toutes ces choses qui m'ont ruiné ma vie. J'en peux plus, c'est tout. Donc qu'est-ce que je fais? Je bois, je fume, je fais tout ce que je peux pour oublier. Pour l'instant, j'en ai marre. Ces rendez-vous avec les assistantes sociales, avec ces psychologues à la con là. Ils font quoi? Je parle toute la journée. Dès que je sors, je me sens encore plus triste que quand je suis rentré. Je me sens pire et ça s'efface pas avec le temps. C'est comme si j'avalais des lames de rasoir. Mais à terme, tu penses pas que ça t'aidera? Ouais, donc avaler des lames de rasoir jusqu'à ce que je les sente plus. Ta métaphore, elle est peut-être un peu forte. J'en ai marre. C'est tout. Oui, mais ça on comprend bien, puis on voit bien que tu en as marre. À 26 ans, Silver n'a pas encore la maturité nécessaire pour faire face à la détresse du jeune garçon. Il va lui faire une proposition d'une façon un peu maladroite qui va envenimer la situation. Donc moi je te propose une hospitalisation, le mieux c'est que tu l'acceptes. Et pourquoi faire? De toute façon, t'auras pas bien le choix parce que t'es mineur, donc c'est ta maman qui décidera. Voilà, donc j'ai pas moyen de refuser ni d'accepter. Oui, mais il faut que ça soit fait faut que ça soit fait dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition qui reste avec nous une nuit? Là oui, pour t'aider à t'en sortir. Donc tu restes avec nous cette nuit. Pourquoi faire? Pour dessouler? Entre autres. On fait comme ça, madame? Ça vous va? Allez. Je pensais que c'était important de poser le cadre justement et de dire c'est grave ce que tu as fait, ça t'a amené à l'hôpital, tu vas rester hospitalisé, donc ça sera pas sans conséquences et voilà, je trouvais ça important d'un peu marquer les choses pour qu'ils réalisent les conséquences de ces actes. Pendant qu'il s'occupe du dossier de son patient, la situation dégénère. Le jeune garçon tente de fuir l'hôpital. Lâchez-moi, putain! Viens avec nous, Jessie. Lâchez-moi. Calme-toi. Vite. Ici. Moi, je rentre chez moi, c'est bon. Viens avec nous. Je rentre chez moi. C'est bon, vous m'avez fané. Non, tu restes là. Écoute-nous. Écoute-nous. Allez. Moi, je rentre chez moi. Mais non, allez, viens. Allez, calme-toi, il y a des enfants. Calme-toi, il y a des enfants ici, ça sert à rien ce que tu fais. Lâchez-le, lâchez mon fils. Lâchez-moi. Allez, Jessie, tu retournes dans le aussi. L'adolescent semble reprendre son calme l'espace de quelques secondes. Et puis tout à coup, il prend la fuite. Allez, hop, on le met sur le ventre. Voilà. Faut qu'on ait cherché des bras parce que sinon on va pas s'en sortir là. Oui, c'est j'arrête. Arrête. Je me calme, je n'essaierai pas de lever. De la sécu. Oui, c'est arrête-toi. Arrête. Je vous jure, je me casse. Je m'en pète un, moi, je me casse. Vous me prenez là. C'est bon, laissez mon fils. Laissez mon fils. Laissez-le. Je vous jure. C'est bon. C'est bon. Lâchez-le. Bah, il va partir. On s'en va. Il va partir. Viens, mais on y va. Mais tout à coup, la maman intervient. Elle ne supporte pas la violence de l'intervention. Elle prend le parti de son fils et retourne sa colère contre le service médical. On a fait ce qu'on a pu, on peut pas, voilà, il mordait les gens autour, on peut pas non plus risquer après pour nous à
en retenant les gens contre leur gré. Il est où votre fils? Bah, je vais le ramener à la maison. Bon. Simplement. Bah vous allez nous signer une décharge, comment vous le ramenez Je chez vous vous? signe rien du tout, moi. Vous avez pas été incompétents. Vous êtes des incompétents. L'adolescent est allé s'enfermer dans la voiture de sa mère. Pendant ce temps, une infirmière insultée par la maman veut appeler la police pour porter plainte. Comment ça, porter plainte? Comment vous avez vu comment vous l'avez tenu? Comment vous l'avez serré? C'est ça les médecins? C'est ça les infirmières? Madame, on l'a pas arrêté. On l'a empêché de sortir. On n'a pas agressé. On n'a pas agressé votre fils. Ce que vous allez faire, vous allez me détruire encore plus. Hein? Déjà, je suis dans la merde jusqu'au cou. Vous allez faire quoi? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous m'avez parlé tout à l'heure devant moi? Pardonnez-moi. Est-ce que vous m'avez parlé? Pardonnez-moi, je suis au bout, moi aussi. Mais alors, madame, je dois subir? Est-ce que je dois être là pour subir? Non, je ne crois pas. Pardonnez-moi. Personnellement, je ne pense pas. Pardon devant tout le monde, excusez-moi. S'il vous plaît, je suis dans la merde. J'avais une vie normale jusqu'à maintenant. Ça part en... Je maîtrise pas les ados. Donnez-moi la solution. Il va pas rester. Je veux pas qu'il en arrive à la violence. Il en a vu toute sa vie. C'est mieux pour lui de rester ici. Vous voulez qu'on en reparle dans le box avec le médecin? Si c'est mieux pour lui de rester ici. Venez avec moi. Allez-y, asseyez-vous. Nous, on n'est pas là pour le contraindre, pour quoi que ce soit. Non, mais cette violence, vous avez vu ça? Moi, je veux plus la voir. Oui, bah, je pensais que vous alliez avoir des mots. Bah, on a essayé. J'ai fait ce que j'ai pu. Nous, on n'est pas là pour le contraindre pour quoi que ce soit. On veut organiser les choses. On peut soigner que les gens qui veulent être soignés. Hein. Bah, il est mineur, madame. Donc, vous avez le... Voilà, après, faut pas que ça vous fasse plus souffrir qu'autre chose. Je l'ai vu, elle l'empoigner. Je supporte pas, je suis sa mère. Oui, mais nous, on n'avait pas fini les choses. Il n'est pas violent, il n'a pas donné de coups, il a mordu les externes. Mais dehors, j'ai pas vu. Quand c'est notre patient, c'est notre responsabilité de le prendre en charge. S'il part contre avis médical, on le déclare en fugue. Vous n'avez pas su trouver les mots pour l'amener là. C'est moi le fautif dans l'histoire? Je préfère que ça soit. D'accord. Non, c'est ça. Si ça vous rassure. Forcément, on se remet en cause. On se dit qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux la prochaine fois et tout ça. Mais là, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et j'aime bien quand les gens sont contents de ce que j'ai fait, qu'ils ont compris, et quand ils partent moins contents, ça me contrarie, on va dire. La maman de l'ado a finalement signé une décharge. Un échec pour Silver, qui doit, à seulement 26 ans, faire face à des situations humaines extrêmement difficiles. Dès que j'ai quitté l'enceinte du service, je me dirige vers les vestiaires pour me changer et j'ai déjà la tête ailleurs. Ça y est, c'est fini. La journée aux urgences est finie. Je vais aller me détendre en faisant du sport. C'est autre chose. Mais ça, c'est nécessaire aussi. Je fais de l'athlétisme, du sprint, du 200 mètres en particulier. Je m'entraîne en moyenne 5 fois par semaine. C'est absolument pas une contrainte pour moi, c'est un vrai plaisir d'y aller. C'est quelque chose dans lequel je m'épanouis aussi. Du fait que j'aime courir et que j'y vois mes amis, donc c'est deux plaisirs en même temps. Ouais. Silver s'entraîne dans un groupe de haut niveau avec un entraîneur de renommée nationale. Silver, t'as une journée dure? T'as dur aujourd'hui? Ah oui. Alors tu forces pas, hein, sinon tu te pètes, d'accord? Donc tu fais gaffe, nerveusement, ok? Allez. Hey! C'est un bon sportif, un bon niveau régional, mais il aime son sport et puis ça lui fait du bien par rapport à son métier aussi. Hein. C'est un élément important du groupe et il y trouve son compte là-dedans, quoi. Il a d'abord cette sensibilité qui est importante et puis il respecte les autres, il s'intéresse aux autres et ça c'est quelque chose d'important dans un groupe. Les sensations de courir vite et tu as l'impression vraiment d'avancer, tu sens l'air sur toi, tu sens que tu vas vite quoi et c'est agréable. Ouais. Là je sais qu'il y a un temps pour tout dans la journée, il y a un temps pour mon travail, il y a un temps pour le sport et c'est comme ça qu'est mon équilibre. On apprend à faire la part des choses, quoi. Il y a forcément parfois des situations difficiles, mais c'est pas notre famille, c'est pas nos amis qu'on voit en tant que patient, donc faut savoir faire la part des choses et c'est comme ça aussi qu'on a un bon médecin, en s'investissant ni trop, ni
faut quand même s'investir un peu, mais il faut savoir garder sa distance, quoi. Dans 1 an, Silver sera enfin docteur. Son rêve d'adolescent deviendra réalité. Après ce stage aux urgences, j'ai envie d'être un médecin généraliste qui prend le temps d'écouter ses patients et pouvoir les suivre sur des années et pas juste là 10 minutes pour eux, quoi. C'est enfin le grand jour pour Charles. Dans quelques heures, il présentera sa thèse devant un jury de grands professeurs. Monsieur le président du jury, mesdames et messieurs les membres du jury, mes chers amis, je vais vous présenter... Mais pour l'instant, il répète encore sa prestation devant son beau-père et sa maman. Intérêt de l'épuration du CO2 par les... C'est 12 ans de boulot, hein. C'est un truc... C'est fantastique parce qu'il a vraiment beaucoup travaillé. Puis en plus, nous, on est tous des créateurs, donc c'est le seul scientifique de la famille. Merci. Donc on n'y comprend pas grand-chose, mais on trouve ça... C'est sa passion, quoi, c'est formidable. Enfin, on a hâte d'être à ce soir, parce que là, c'est un peu du stress, quand même. Ils étaient au moins aussi stressés que moi, donc en effet, ils étaient au petit soin avec moi, et puis j'ai saoulé tout le monde pendant toutes ces années, et puis encore plus pendant l'année de la thèse, que je pense aussi qu'il y avait une envie que ça se finisse. Et respire. Faut pas être tout nu sous la robe. Et tu sais, ce serait bien que tu aies un verre d'eau aussi, Charlie. Un verre d'eau. C'est important. Parce que au moins tu t'arrêtes, tu bois une petite gorgée, pendant ça tu respires, les gens attendent. C'est important. Ça te donne officiellement le droit de faire une pause. Voilà. Mais là, t'en as pris, hein. Oui, c'est sûr. Il n'y a plus d'oxygène, ça. Alors, donc, où est-ce qu'on en était? Ah oui, la suite, s'il vous plaît. Non, et puis après, en fait, c'est joli, hein, tout ça, mais après, j'ai peur que ce que je raconte, ça leur plaise pas du tout. Ça m'étonne, franchement. Mais arrête. Tu t'angoisses inutilement. De toute façon, les dés sont jetés, hein. Les dés sont jetés. Ouais, mais enfin, disons qu'ils roulent encore un petit peu, les dés, les chiffres ne sont pas encore là, mais ils seront beaux. C'est beaucoup plus facile de faire un massage cardiaque, de faire une réanimation de pulmonaire que passer une thèse, je veux dire. Après le discours, il faut envisager la tenue qu'il portera comme si l'issue de sa soutenance en dépendait. Et d'ailleurs, toute la famille donne son avis. Mais ça fait un peu, tu vois, le bal. Alors après, il y a la robe de j'aurai une robe. Ah, ça se verra pas? Bah alors ça se voit pas. La robe en fait, c'est au cas où, parce que si jamais j'ai pas de robe, il faut quand même que j'ai un truc en dessous. Moi, j'aime bien ça. Non, ça, c'est bien. Ouais, allez, vas-y, alors. Par contre, maintenant, c'est la chemise. Blanche, avec le col rose. Non. T'as pas pensé à tout ça encore? Bah non, c'est Charlie, il pense pas. D'accord, ok. Blanche tout simple. Blanche tout simple. T'as pas? Tout simple. Oui, simple, non. Charlie, il est pas simple. Rose avec des piquets. Oh là là, non. Peut-être ça. T'as pas blanc? Ouais, Uni. enfin, ouais. Uni. Agnès? Non, mais ça va, Tu peux aller faire une petite course pour moi? Non. J'ai une urgence, tu peux aller m'acheter une chemise blanche? Bah voilà. Parfait. Très classique, mais c'est bien, c'est pas la peine d'en rajouter. Le choix du costume et tout le cinéma qui a suivi, c'était plutôt pour déstresser en fait. Dans le cauchemar que j'ai fait, j'y allais exactement comme ça, c'est-à-dire sans chaussures. Déjà, tu as un pantalon, c'est pas mal. Très mauvais signe. Sachant son amoureux tête en l'air, Agnès s'assure une dernière fois qu'il n'a rien oublié. Chargeur, t'as le tien. J'ai les feuilles. T'as les feuilles de... On dirait tout ça avant de prendre l'avion, checklist. Tout est dans le coffre. Bon. Lumière. C'est bon. Dans 1 heure, Charles va vivre l'un des plus grands moments de sa carrière. Non, les clés. Aujourd'hui, c'est jour de repos pour Étienne, l'anesthésiste réanimateur. Ces rares moments de détente, il les passe avec sa petite amie Dara, un médecin généraliste. Pour elle, qui est déjà dans la vie active, il n'est pas toujours facile de vivre avec un étudiant qui a parfois un peu de mal à se projeter dans l'avenir. Santé. Tu vois qu'on va rester à Lyon?
Écoute, je sais pas de quoi demain sera fait, ni où, donc non, je sais pas si on va rester à Lyon. Va-t-on élever nos enfants? Est-ce qu'on ira pas un petit peu trop vite? On est en train de brûler des étapes là. Je taquine un petit peu parce que je sais que ça fait toujours un peu réagir, mais bon, je pense qu'au fond de lui, il se projette quand même un petit peu. Non, mais je pense que de toute manière, on est bien parti pour rester à Lyon, quoi. Non? C'est juste pour savoir où je vais m'installer, par exemple. Ouais, mais c'est vrai que là, il n'y a pas de lisibilité sur l'avenir. Ah non, j'ai pas envie de me marier ni d'avoir d'enfants tout de suite. En fait, quand on est interne, on a encore une vie d'étudiante et on a envie d'en profiter jusqu'au bout. C'est pas fini encore l'internat. Je sais pas, dans mon idée, on peut pas être étudiant et père de famille. Dara devra attendre encore un peu avant de fonder une famille, car pour l'instant, Étienne profite de sa vie d'étudiant dès qu'il le peut. D'ailleurs, ce soir, il ne travaille pas. Il a donc organisé une soirée à la maison. Faire des soirées, c'est vrai que c'est quasiment vital. Les journées sont jamais faciles. C'est sûr que je serais pas aussi serein dans le travail si j'avais pas une vie à côté que je considère épanouie. Ouais. Faut profiter du fait qu'on ne travaille pas demain, parce que sinon, on n'en profite jamais, on fait plus rien. Les amis proches d'Étienne ont 2 points communs. Ils sont tous internes en médecine et tous ont dû quitter leur famille et leurs amis pour faire leur internat à Lyon. Un déracinement qui les a rapprochés. Nous, on n'est pas de Lyon, alors tu rencontres forcément les... On s'est rencontrés en prison. Bah non, mais tu rencontres les gens du travail, quoi. Est-ce que les pizzaiolos, ils font des repas de pizzaiolos? Bien sûr, c'est ton choix et tout. Il faut tourner les pizzas. Marina, ouais, c'est vrai que c'est la loose. Hier, on avait fait un petit repas avec des gens qui faisaient du droit. Bah, ça nous a fait une bouffée d'oxygène. Et oui, c'est différent, ça change. C'était une bouffée d'oxygène. Non. C'est ce qu'il a dit, c'est même. Et qu'on s'est senti un peu, peut-être des fois on était un peu les gros lourds de la soirée, mais non. Ouais, je sais pas. Un peu les deux. Bon, les bouffons, quoi. Ouais, les petits, ouais, je sais pas, bah... Non, j'ai pas les mêmes blagues. Ouais, je trouve que c'est des voilà. blagues. Je pense que nous, c'est des blagues bien grosses blagues, bien je sais pas. Ouais, peut-être pas quand même, on n'est pas des gros lourdeaux. Hein. On n'est pas des chirurgiens orthopédistes. Ah, je suis pas dans ce moment. Pour l'instant, c'est vrai que l'internat, ça fait que renforcer l'idée que je me faisais d'être médecin. Ouais. Je pense que c'est un métier qui va me rendre heureux, ouais, ça c'est sûr. Dans 1 an, Étienne sera enfin docteur en médecine. Le jeune interne au visage d'adolescent franchira alors une étape de plus dans sa vie d'adulte. Après la pédiatrie et les urgences générales, Audrey va faire un stage en réanimation. Tous les 6 mois, les internes changent de service pour y faire un nouveau stage. Et à chaque fois, ils doivent apprendre de nouvelles pratiques. La jeune femme a posé ses valises à Valence. Depuis 3 semaines, elle vit dans cette petite chambre de 10 mètres carrés à l'internat de l'hôpital. Mais pour Audrey, ce n'est pas un sacrifice, même si la fatigue commence à se faire sentir. Je me suis levée il y a 15 minutes en fait. Donc je suis très en retard. Je devrais être déjà en train de prendre mon petit déjeuner. Mais ce matin, c'est l'estomac vide qu'Audrey rejoint la réanimation. Un service passionnant, dans lequel la jeune femme découvre 12 heures par jour une nouvelle facette de la médecine. Hier, j'ai fini assez tard. Donc c'est vrai que j'ai l'impression de passer un peu ma vie dans le service parce que je rentre, je mange, je dors, je me lève le matin, je repars dans le service. Mais bon, non, mais c'est vrai que c'est super intéressant ce que je fais, donc ça me dérange pas trop. La réanimation, c'est un service hyper stimulant, effectivement. À n'importe quel moment, il peut y avoir une complication. Et il faut être très réactif et il faut justement savoir gérer toutes les situations et les gérer vite parce que tout peut aller très bien et 2 secondes après, ça peut aller très mal. Salut. Une dizaine de patients sont dans un état très grave. Et Audrey apprend à y faire face. Malheureusement, c'est des situations très fréquentes. Le jeune accidenté de la route, traumatisme crânien grave.
Tout ce que je sais, c'est qu'il était tout seul en voiture, que c'est la seule victime de l'accident, que c'était dans début de journée, après une soirée bien arrosée. Il a perdu le contrôle de sa voiture et il est rentré dans un arbre. Donc probablement qu'il y avait une vitesse excessive. Donc voilà, vitesse probablement excessive, non ceinturée, alcoolisée, ben, il a rencontré un arbre. Et il est parmi nous aujourd'hui. C'est brutal. En 5 secondes, on se retrouve comme ça. Et, voilà, après moi, c'est vrai que c'est mon travail. Mais c'est vrai que de voir ça, des fois, ça me désole. De me dire que il est là, quoi. On sait qu'on ne sauve pas tout le monde, on sait qu'on ne peut pas aider tout le monde. Mais en tout cas, je sais que mon travail, et je pense que je me lève le matin en me disant je vais pouvoir peut-être aider quelqu'un. En réanimation, je vais devoir apprendre beaucoup de gestes. Un des premiers, ça va être les poses de voix centrale. Il faut toujours être prudent, même si on a l'habitude. Et j'en ai pas fait assez pour me dire que c'est facile, tout va bien. J'ai un stress, parce que chaque situation est différente. Donc je suis pas à l'aise et c'est pas pour demain. L'intervention consiste à placer un petit tuyau dans une veine pour y injecter des médicaments afin d'éviter aux patients des piqûres à répétition. Chez cette patiente, je dois le poser alors qu'elle est consciente et réveillée. Et c'est vrai, comme c'est un geste qui peut être un petit peu traumatisant, c'est important pour moi d'essayer de rassurer la patiente pour que ça se passe le mieux possible. Normalement, là, vous ne devriez pas trop sentir, ça va ? Peut-être que ça me rassure un petit peu, c'est sûr, mais si on veut y arriver, il faut être bien installé et il faut que le patient soit très coopérant. Ça va être fini, je vais bientôt pouvoir fixer la voix et ça sera bon. Hein, après, on pourra vous redresser un petit peu. C'est vrai que s'il a mal, s'il n'est pas bien installé, il va bouger. Pour moi, ça va être plus difficile et en plus, je risque d'avoir des complications s'il bouge. Voilà, ça y est, c'est fini. Hein. Quand on réussit le geste, c'est toujours un petit moment de bonheur quand même. Hein. Ça dure quelques secondes, mais je me dis, ça y est, c'est fait. J'y suis arrivée et ça s'est bien passé. Voilà, il a fait excellent, il a réussi le premier coup. On vient la tuber. Il faudrait. Ouais, on l'endort et vous la tubez derrière. Et ben, ça va comme ça. Au moment où il me propose du coup l'intubation, c'est vrai que c'est un gros coup de stress parce que c'est quelque chose que je connais pas. Donc quand on ne connaît pas, on stresse. Et puis c'est vrai que l'intubation, ça fait encore plus peur que le reste. C'est même plus symbolique quelque part, c'est de se dire que c'est l'air qu'on amène. Donc on se stresse énormément pour ce genre de geste, en tout cas moi. Et je suis obligée d'accepter ce défi parce que c'est normal, je dois l'apprendre, je dois savoir le maîtriser. Donc il faut bien que je me lance un jour. Si je me lance pas maintenant, je me lancerai jamais. Ah bah c'est l'interne qui travaille. Moi je suis la couverture. Au moment de la préparation, je suis vraiment dans le geste. J'essaye de me faire tout le cheminement, du début à la fin, à quoi je dois penser, qu'est-ce qu'il faut que je regarde, comment il faut que je m'y prenne. Je pense plus à rien d'autre. Hein. Allez, je vous mets déjà le masque et on respire dedans tranquillement. Avec l'autre. Non, puis elle se contracte là. Elle a des réflexes de déglutition. Elle Vous déglutit. l'enlevez, vous reprenez le masque. Elle déglutit. Échec de la première tentative. Audrey panique. Le médecin senior la rassure et l'encourage. Vous avez le temps. Prenez votre temps. Là, pour l'instant, je suis pas arrivée au point d'arriver à avoir la clotte. Vous n'avez pas pu voir la clotte. Non. Je pense que je n'étais peut-être pas encore assez enfoncée que mon laryngo. Probablement. Allez, go. J'y suis pas arrivée là encore cette deuxième fois parce que je suis juste pas arrivée à me positionner exactement comme je voulais avec mon laryngoscope. J'arrive pas à voir les cordes vocales. Oui, pas. Non. Elle contracte sur la laryngo, je n'arrive pas là. Plus je vais en faire et plus je vais savoir le problème rencontré, si je suis pas allée assez loin, trop loin, si j'ai pas tiré assez. Il n'y a qu'avec l'expérience qu'on sait après bien le faire. Allez, là c'est bon. Hop.
Oh, expérience, hein. Pas réussi du premier coup, mais ça sera mieux la prochaine fois. C'est un début de stage qui est vraiment très dur pour moi. Je suis en fin de cursus et alors pourtant je me retrouve en grosse difficulté. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile à assumer. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et même si c'est normal, c'est vrai que là c'est assez déstabilisant en ce moment pour moi. J'ai du mal à être confrontée un peu à... C'est pas un échec en fait, parce que je suis là pour apprendre, mais je le vis un peu comme un échec en ce moment. C'est vrai que... Donc ça fait partie en ce moment des doutes que j'ai justement, où je me dis je suis incapable de faire de la médecine, alors qu'en fait c'est normal que je sois pas capable aujourd'hui, parce que c'est vraiment très différent de la médecine traditionnelle que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Après une journée riche en émotions, Audrey va enfin pouvoir faire une pause. Il est 21h et la jeune femme rejoint d'autres internes au réfectoire de l'hôpital. Non, je termine juste. On pourra venir taper à ta porte, ça une urgence. Bien entendu. Et à partir du moment où j'ai franchi la porte de ma chambre, vous ne me connaissez plus. Je dors jusqu'à demain 7h. Bon, alors, échec total de l'intubation. Hein. Pourquoi? Ah, je suis pas arrivée. En réel? Ouais. Autour de la table, la moyenne d'âge est de 25 ans. Un décalage qu'Audrey ressent assez souvent. Ouais, franchement, il y a un côté un peu Erasmus, colo, on se connaît bien, plein de jeunes. Oui, bah ça va, je suis un peu la mamie de l'internat, effectivement. Je suis la doyenne. Je suis la mamie et je vais me coucher plus tôt que les autres, souvent. C'est pas le service le plus cool. Et puis, ouais, non, c'est vrai qu'au niveau stress, j'ai régulièrement des bonnes doses de stress la journée. Ça fatigue beaucoup. Donc le soir, comme là, par exemple, vu la journée que j'ai passée, vu les stress que j'ai eus, tu vas bien dormir. Je vais finir de manger et puis je vais aller me coucher comme une petite mamie. À 10h, je suis dans mon lit. Allez, bonne nuit. Je sais que j'ai besoin de dormir pour être à peu près bien le lendemain. Je peux pas me permettre de dormir que 3 heures et être opérationnelle. Ça, je le sais. Demain, réveil entre 7h15 et 7h30. Je donne une petite marche. Je suis jamais très précise sur le réveil. Dans 2 ans, Audrey sera docteur. Elle aura surmonté les pires difficultés pour prendre une revanche sur elle-même et finalement trouver sa voie. J'espère que je vais pouvoir m'épanouir avec tout ce que j'ai dû traverser pour en arriver là. Pas de mauvaises surprises. C'est sûr que je vais être médecin et c'est ce que je vais être, médecin. Dans 10 minutes, Charles va enfin soutenir sa thèse. Un moment important que le jeune homme partage avec sa famille, mais aussi avec ses amis. Tous sont là pour l'encourager. Et ceux qui y sont déjà passés y vont de leurs petits conseils. Ça va, mon grand? Non, pas du tout. Ils assistent à la mort d'un condamné, c'est ça? C'est ça. Ça va être parfait, ton PowerPoint il est parfait, ta thèse elle est parfaite, tes remerciements ils sont parfaits, t'es très bien habillé et ça va être parfait. Ça va bien se passer quoi qu'il arrive. Tu vas avoir 120 de fréquence cardiaque, tu vas avoir des espèces de sueur froide, tu prends une grande inspiration avant de commencer et pendant ta première phrase tu te dis est-ce que je parle pas trop vite? Et après ça va couler tout seul parce que de toute façon tu connais mieux ton étude que personne d'autre. Voilà. D'accord. Bravo. Donc ça va bien se passer. J'ai peur que la première phrase que j'ai envie de dire c'est j'ai envie de vomir. Charles a enfilé sa robe universitaire. Dans quelques minutes, il va se lancer devant le jury. Une étape cruciale qu'Agnès, sa petite amie, prend très à cœur. C'est bon? Bah ouais, parce qu'il Ils vont être bien là. Les gens, ils rentrent? Ceux qui veulent, hein. Ton jury, il attend? Non, mais là je me prépare, je sais pas. Mais c'est le moment que j'avais attendu depuis 12 ans en fait. Donc on n'a pas du tout envie on a envie que ça soit parfait. Un petit peu comme un mariage. Il faut que tout soit parfait, tout soit bien réglé. En tout cas, On a qu'un d'allumé, parfait. c'est parfait. Je pense que c'est parfait. Ça marche le premier coup.
fort, d'accord? Entrez. Bah, je sais pas, faites comme vous voulez, asseyez-vous. Bonsoir, cette assemblée jury s'en réunit ce soir pour écouter la soutenance de thèse de M. Charles-Henri Montagne. Le titre en est Intérêt d'épuration du CO2. Le jury est composé de 4 éminents professeurs de médecine. Ce sont eux qui vont décider de donner ou non le titre de docteur en médecine à Charles. Il y a un sous-titre. Donc, bonsoir, monsieur le président du jury, messieurs les membres du jury, mes chers amis. Je vais vous présenter mon travail de thèse qui s'intitule « Intérêt de l'épuration du CO2 par le dispositif DCAP Smart dans le traitement du syndrome de détresse respiratoire aiguë chez l'adulte en réanimation ». C'est une étude de faisabilité sur les 8 premiers cas lyonnais. Ce soir, sa maman, son beau-père, Agnès et ses amis savent que pour Charles, c'est l'aboutissement de 11 ans d'études, d'efforts et de sacrifices importants. Excusez-moi, il est constitué d'une première membrane échangeuse de gaz. Dans l'assistance, chacun retient son souffle. Après des débuts un peu hésitants, Charles est lancé. Il va soutenir sa thèse brillamment pendant les 20 minutes qui lui sont accordées. Le jury va se réunir pour délibérer. Charles doit maintenant attendre le résultat. Les 10 minutes les plus longues de sa vie avant de connaître le verdict du grand jury. Bravo Charles, tout s'est bien passé. T'es content? T'es content? J'ai très très chaud. T'as chaud là-dessous? Ouais. J'ai très très chaud. Ça y est, c'est fait. Moi, je pense qu'il a vraiment assuré. Absolument pas, je suis extrêmement stressé, je suis pas content de moi, mais sinon ça va. Moi, j'ai trouvé très bien. Vraiment, je suis contente. Ah ouais, je suis fière de lui, voilà. Il est là. Viendez. Le jury a donc délibéré et il a reconnu d'être digne du grade de docteur en médecine. Et le travail a semblé suffisamment important pour justifier les félicitations du jury. Charles a réussi. 11 années d'études pour obtenir un titre prestigieux, celui de docteur. Sa famille et ses amis, qui l'ont soutenu durant toutes ces années, réalisent à peine la réussite du jeune homme. Et au moment de prêter le serment d'Hippocrate, ce texte solennel et symbolique, récité par tous les docteurs à la fin de leur thèse, l'émotion est palpable. Oh, c'est vraiment difficile à dire, mais on va y arriver. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Et je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté sans discrimination. J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou dans leur dignité. Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abusivement la vie ni ne provoquerai délibérément la mort. Je perfectionnerai mes connaissances pour assurer au mieux ma mission. Enfin, que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses. Que je sois couvert d'opprobre et méprisé si j'y manque. J'étais super ému et j'ai accroché à un moment donné et j'ai plutôt lu avec les tripes en fait. C'est la lourdeur du serment qui te fait du coup ou alors c'est les mots qui... Non, c'est la lourdeur, c'est l'engagement que tu prends. Mais vraiment, parce que moi c'est quelque chose depuis tout petit. Depuis tout petit, quand je savais que je voulais faire médecine, je pensais toujours à ce moment-là en fait. Parce qu'ils sont lourds ces engagements. Et puis c'est beau comme texte, parce que c'est assez vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bien, félicitations. Bah, merci à vous. Félicitations, continue bien. Ça y est, les docteurs avec les félicitations. Ouais. On le savait. Non, il y mérite. Bah là, on était tous les trois en train de pleurer. C'est le soulagement. La pression qui retombe là. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je crois que j'ai pas respiré de la tête. Ah bah, c'est la fierté, c'est... Ouais, je ne peux pas expliquer. C'est mérité en même temps, hein. Il a vraiment beaucoup bossé. Ça y est, c'est fini quoi. J'arrive même pas à y croire. Ça y est quoi, que du bonheur.
Bisous, toi. Oui, c'est fini. Bon, bisous, maman. Bon, merci à vous. Hein. Bisous. C'est vrai? T'as aimé les jeux de lumière? Grosse prod. Le petit rouge que je t'ai conseillé. Ah oui, le petit rond là. Le petit rouge sur les tableaux. Après les embrassades et les félicitations, direction la cafétéria de la fac pour célébrer l'événement. Charles réalise à peine que les efforts qu'il a faits pour écrire sa thèse sont maintenant récompensés. Je suis très fier de toi. Et alors du coup, j'ai quoi? J'ai félicitations, j'ai même pas écouté. Oui. D'accord. Et c'est quoi, c'est quoi l'ordre des trucs? J'en sais rien. C'est bien les félicitations, non? Oui, c'est très bien. En tout cas, nous on te félicite chaleureusement. Et bah, quand je la regarde et que je la lis, je me dis waouh, la classe quand même. Il y a des, je sais pas, il y a des tableaux, il y a des belles couleurs, et puis en plus, quand je le relis, je me dis c'est moi qui ai écrit tout ça, parce qu'il y a des trucs que je trouve extrêmement intelligents et brillants. Et non, après, je suis fier parce que je suis content. Je pensais pas un jour faire une thèse. Je pensais pas, il y a bien longtemps, je pensais pas réussir à être docteur, et puis bah là, c'est bizarre. Je suis docteur. Comme tous les docteurs, Charles se souviendra toute sa vie de ce moment particulier. Le dernier obstacle après 11 années d'études. Le début d'une longue carrière. Je vais rendre ma carte d'étudiant. À 30 ans, c'est quand même pas mal. Si un jour on a affaire à ces apprentis médecins, on saura désormais que de leur passion, ils ont fait un métier et qu'ils donnent tout pour nous soigner. Tout au long de leur internat, ils ont puisé leur savoir auprès de leurs aînés qui n'ont jamais cessé de les encadrer pour qu'un jour, ils deviennent d'excellents docteurs.